Bonjour, bienvenue dans ce balado qui se nomme vers la conquête vers la sobriété avec Robert Piché et ses invités. Aujourd'hui, bien entendu, comme vous savez, ceux qui nous suivent depuis le début, on est rendu à la 11e étape. On parle surtout du mouvement des associations anonymes. Et pour rester abstinent, nous, les alcooliques, on se base sur une méthode et cette méthode-là est appuyée par 12 étapes. Et le but du balado, c'est qu'à chaque balado, on parle d'une étape. Et aujourd'hui, on est rendu à la 11e étape qui suit comme suit. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu. Le mot conscient est très important, tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner surtout la force de l'exécuter. C'est ce qu'on va discuter avec notre invité puis mon collaborateur. Fait que restez avec nous, on se voit après la pause. Bien, bonjour Jean-Marie. Hey, salut Robert. Merci d'être là présent. Ben, Jean-Marie est considéré comme mon frère. Ça fait qu'on se voit tellement souvent, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît et qu'on côtoie ensemble dans ces fameuses associations anonymes-là. Tout juste si on n'est pas des colocs. C'est ça. Et j'ai mon ami et collaborateur fidèle, Éric. Bonjour, Éric est avec nous, toujours en couleur de Dieu. Tout le temps. Il faut croire que les couleurs de Dieu, à tous les fois, tu n'as jamais les mêmes couleurs, mais c'est toujours des couleurs gaies, des couleurs joyeuses. Fait qu'il faut croire quelque part que le bon Dieu... heureux et libre aujourd'hui. Ah oui, c'est bien dit, c'est bien dit. Fait qu'aujourd'hui, bien entendu, on va parler de la 11e étape. Et avant, on aime toujours discuter avec notre invité pour savoir d'où ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi il est ici avec nous aujourd'hui. Ben oui. Fait que toi, Jean-Marie, quand est-ce que tu as découvert ou tu as compris ou que quelqu'un t'a dit que tu étais un alcoolique? Ouf, avant que je consomme. Ouais. J'avais déjà les comportements, j'avais déjà le côté... moi, je dis souvent que j'ai deux vitesses. J'ai le turbo puis j'ai le reculon. Ouais. Alors, tu sais, cette intensité-là, cette super ou cette hyper émotivité-là que j'avais, que je reconnaissais chez mes parents, qui étaient tous les deux des dépendants, puis multipoqués, puis c'est pas juste alcoolique, c'est dépendance à tellement d'affaires. De toute façon, la dépendance de l'alcoolisme, ça mène à beaucoup d'autres dépendances. Hein? C'est rare aujourd'hui, en 2024. On est juste alcoolique. C'est rare, hein? Ouais. Puis pour ceux qui me connaissent pas, mon père, c'est Jean Lapointe. Mon père a ouvertement admis son problème d'alcool dans les années 70. Il a ouvert une maison de thérapie, la maison Jean Lapointe. Puis c'est sûr que dans mon enfance, je me souviens de mes comportements, de cette hyper-émotivité-là que j'avais pas encore trouvé la manière de gérer, mais je me gérais du mieux que je pouvais dans toute mon enfance. Tu reconnaissais ces comportements-là chez tes parents? Bien, je me reconnaissais dans les comportements de mes parents, sauf qu'eux autres, il y avait des... Tu pensais-tu qu'il était alcoolique pour autant ou t'étais-tu au courant? Clair. Oui. C'était clair. Je savais. Il avait déjà sorti de l'anonymat et dire qu'il était alcoolique. Avant même ça, Robert, mon père, dans mon enfance, je savais que quand papa avait une bière devant lui, ça devenait un autre papa. Ah ouais. Tout était différent. Sa façon d'agir, sa façon de me faire des promesses qui tenaient pas, des vieilles promesses. Ses comportements changeaient. Ben oui, complètement. Ses paroles, ses comportements. Et surtout, j'avais associé que quand papa buvait, ça rendait ma mère malheureuse. Donc, dans une famille où il y a une consommation dite sociale normale, le père va prendre un verre de vin, la mère, elle fait pas du boudin dans son bar, puis elle est pas en maudit, mais ma mère, oui. Alors, j'ai tout de suite compris que quand papa buvait, il y avait quelque chose qui se créait dans la dynamique. Une ambiance qui flottait dans l'air. Puis peut-être ça faisait consommer ta mère parce qu'elle était pas contente de ça. Mais à ce moment-là, maman, je l'ai pas vu consommer de façon malsaine. C'est arrivé beaucoup plus tard. Ah, OK. Ma mère, elle, c'est plus dans la quarantaine qu'elle a développé un grave problème de dépendance à l'alcool, puis elle en est morte à 49 ans. Tandis que à ce moment-là, dans mon enfance, de 0 à 10 ans, je vois pas de dysfonction dans les comportements de ma mère reliés à son alcool. Par contre, mon père, oui. Alors, en bonne codépendante, ma mère souffrait énormément de l'alcoolisme de mon père, de ses comportements. Ils disent qu'on fait souffrir environ une quarantaine de personnes autour de nous quand on est dans notre actif d'alcool. Oui, puis là, tu penses à tes conjointes, les enfants, les amis proches, les collègues de travail. La famille au complet, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. J'aime bien, tu dis, on a les comportements avant de consommer, je vais parler de moi. Ouais. Moi, à 5-6 ans, j'étais déjà manipulateur,
menteur. Tu sais, pour tout avoir ce que je voulais, mes parents avaient de l'argent. Sans alcool, bien entendu. Sans alcool, j'avais pas d'alcool, mais je savais comment déjà manipuler. J'avais déjà des comportements. Sans savoir que c'était ça. C'est ça. Puis quand je suis devenu... je savais pas que j'étais alcoolique, mais quand je commençais à boire... Non, je veux dire, c'est tu savais pas que tu étais en train de manipuler les gens. Absolument pas. Toi, tu pensais que c'était normal. C'est de même que la vie... Mais aujourd'hui, je suis capable de voir que j'avais un comportement avant de boire. Ouais. Puis avant de consommer n'importe quelle substance. Mais quand tu as grandi avec cette ambiance-là, puis cette idée-là, puis cette réalisation-là de ce qui se passait dans ta famille, quand tu as commencé à consommer toi-même, tu t'es pas dit à quelque part, je ne deviendrai pas comme ça moi non plus. C'est sûr que je me suis dit ça. Ouais. Je me suis dit, jamais je vais virer fou comme mon père, comme ma mère. Jamais je vais en mourir comme ma mère. Jamais je vais perdre le contrôle de ma vie comme j'ai vu autour de moi. Et pour moi, c'était tellement associé. Parce que moi, j'ai consommé sur le tard. Là. J'avais 33, 34 ans quand j'ai pris ma première conso. Donc ça veut dire que toute ma vie, jusqu'à cet âge-là, l'alcool... T'avais un frein... Ah oui! À cause de ce que tu avais vécu. Ma peur, Robert. Ouais. Ça, c'est important que tu parles de la peur, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, notre balado est surtout pour faire comprendre à ceux qui pensent que peut-être qu'ils ont un problème, d'où ça vient, comme toi. Tu as commencé sur le tard, tu avais peur pour le genre d'ambiance que tu as eu depuis le début. Par contre, tu étais comme au courant de ce qui allait se passer quand tu allais consommer. Il y a ça, mais il y avait probablement une double peur. Il y avait une peur inconsciente que je développe la maladie au point d'en perdre le contrôle et peut-être même d'en mourir. Et j'avais peur de... Tout d'un coup que j'aime ça, tout d'un coup que je perds le contrôle et... J'ai tellement associé, comme tu viens de dire, à de la souffrance que je touche pas à ça. Donc, il y avait une forme de sagesse. Mais tu étais conscient que tu avais peur de peut-être aimer ça? Ben oui, c'est clair. Puis en même temps, il y avait des substances qui me faisaient peur. Moi, je me dis, je peux pas toucher à ça, j'en ai peur, je veux pas, on fera pas l'inventaire des consommations puis les substances, mais il y avait certaines substances qui me faisaient vraiment peur. Puis je me disais, je peux pas prendre ça, je vais virer fou, je la connaissais. Donc, tu sais, je vais pas la nommer, mais la coke. T'sais. Mettons, la coke, j'en ai jamais fait. Puis c'est une maudite bonne affaire parce que fou comme je suis à jeun, s'il avait fallu que je tombe sur un sac de poudre... Toi, j'imagine que t'es excessif. Hein? T'es un excessif. Ben oui, c'est clair. C'est comme je te disais tantôt, moi j'ai 2 vitesses. L'intensité, j'entends souvent ce mot-là à travers nous autres, quand on jase entre nous, les alcooliques, on parle souvent d'intensité. Exact. Donc, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai rencontré ton père, j'ai fait une couple de conférences. Ton père était le côté entertainment, puis moi j'étais le côté un peu plus sérieux. Puis quand on était en coulisses, une fois il m'avait dit, on était à Drummondville, puis il m'avait dit, tu sais, le jeune, il dit, ça avait été la coke. Dans mon temps. Dans mon temps. Je suis certain que je revenais avec un coignomane, tu comprends? Puis t'es drôle que toi, t'es son garçon, puis tu me dis la même affaire. C'est drôle, hein? Donc, on peut dire qu'il y a probablement beaucoup de génétique, puis beaucoup de similitudes entre mon père et moi. Puis, mais c'est clair qu'il y avait cette peur-là, puis elle est importante, puis c'est bon que tu la soulignes, Robert, parce que ça a été un frein. Et le problème, dans mon histoire à moi, c'est que la peur a commencé à diminuer au profit de la curiosité. Et quand j'ai consommé pour la première fois à 33-34 ans, j'étais dans un environnement, j'étais nouvellement marié, j'avais des amis stables dans ma vie, j'avais une job stable. Donc, j'avais tellement de stabilité que je me suis vendu l'idée que si je consomme... Tu vas te permettre de consommer. Et que j'allais pas perdre le contrôle de ma vie et j'allais pas chirer comme mes parents. Okay. Alors ça, c'est important... Parce que dans mon histoire, c'était le début de la fin. Heureusement, j'ai pas consommé pendant 40 ans, sauf que quand j'ai consommé, moi, j'ai allumé comme un arbre de Noël la première consommation. J'ai tout de suite eu un buzz et je l'ai tout de suite aimé. Cannabis et alcool, les deux substances. Ça a duré combien d'années, ta consommation? Oh, mais une dizaine d'années. Okay. Gros max. Mais intense. Non, moi, c'était pas intense parce que je consommais le pied au fond sur le gaz et le pied au fond du break. J'avais tout le temps, si j'aime ça, mets le break. Un maudit que j'aime ça, je crisse les breaks. Il fallait parce que j'avais une discipline. Alors, c'est une manière de te le déculpabiliser de ta consommation, pourrais-tu dire ça? Je sais pas si c'était de la peut-être. Parce que moi, je m'entraînais le lendemain d'une bonne brosse, j'allais m'entraîner. Oui. C'est sûr que j'avais plus de misère à m'entraîner, la performance était moins bonne, mais je me forçais à garder la même performance pour inconsciemment, sans y penser, pour me déculpabiliser d'avoir pris un coup la veille. Il y a peut-être de ça, mais moi, j'ai l'impression que au-delà de la culpabilité ou de me déculpabiliser, il y avait le fait que j'avais une discipline. J'aimais me lever tôt, j'aimais m'entraîner, j'aimais lire des livres de développement personnel. Donc, j'avais une discipline. Ah oui, c'est vrai qu'à travers ça, toi, t'es
J'ai jamais arrêté, moi. Ouais, t'as jamais arrêté. Donc, j'ai pas chiré dans la force de la noirceur de la conso en oubliant tout le reste. C'est pour ça que je te disais, je pesais sur le break quand je trouvais que j'avais trop consommé ou que je voulais revenir à mes habitudes ou je pesais dans le fond au gaz. Ta vie fonctionnait quand même. Constamment. Ah, c'est ça, Parce que moi, j'ai chiré complètement, comme tu dis, j'aime bien son terme, dans la noirceur. Moi, je tombais directement là. Ah, toi, oui, c'est ça, ouais. Moi, Il y en a là. plein comme ça, mais moi, quand j'écoute des partages, Éric, là, il y a des partages auxquels je peux pas m'identifier. C'est ça. Dans le sens que le gars ou la fille, il a consommé tellement auprès. Qui a tout perdu. Il a tout perdu, fait faillite, s'est ramassé en prison, perdu son permis de conduire, il y a ci, il y a ça. Puis Les s'est enfants ramassé- de la DPJ, Puis la corde au cou, fait une tentative de suicide. Ah ouais, Finalement, ouais, il y a quelqu'un qui le décroche, puis il y a un moment d'éveil. Ouais. Alors moi, c'est pas mon histoire, mais OK. le danger, c'est d'entendre une histoire comme ça, tu te dis, oh, ouais, c'est pas si pire. Je suis pas si pire, finalement. encore, tu Ça- déculpabilisé que c'était pas Ben si oui, pire. mais Mais non, il reste mais toujours que tu étais un alcoolique quand C'est même. clair, c'est clair. Mais C'est- comme je te dis, j'avais des balises qui m'ont aidé et qui m'aident encore à ce jour parce que la discipline fait partie de ma vie. Le bénévolat, l'entraînement, la méditation, une bonne alimentation. Puis On tu sais, était des consommateurs responsables. je pense que oui. C'est ça. Je pense que oui. Comme moi, j'étais responsable. Comme je disais à ma femme, puis je disais au monde qui m'entoure, moi, je consomme, c'est sûr que dans un party, je perds la boule, puis je passe à la brosse. Oui. Mais je suis encore un bon père de famille. Je suis capable de payer tout ce que ça coûte pour faire vivre. J'ai encore une maison, des voitures, une bonne job, une bonne condition de travail, bon salaire. Fait que laissez-moi donc boire comme je veux boire. Exact. Mais je me le disais pas précisément de même, mais inconsciemment, c'est ce que je me disais. Je suis encore un bon père de famille, encore un bon mari, puis encore un bon amant. Mais de quoi vous vous plaignez? Et ça peut te faire consommer longtemps. Ben, c'est ça que les auditeurs, il faut qu'ils comprennent. C'est que tu peux être un gars responsable, puis tu Oui. penses que tu as le droit de consommer. Ben, Ouais. Puis moi, ce que tu sais, tu viens de décrire, moi, j'ai vécu ça. Là. La prison, tout ce que tu as dit, moi, c'est Ouais, ça que ouais. j'ai vécu. OK. Puis moi, c'est des gens comme vous autres qui m'impressionnent. Qu'à un moment donné, vous avez réalisé sans avoir tout perdu. Hey, je suis alcoolique, quoi. Moi, ça m'impressionne. Moi, je pouvais. Regarde, j'étais en terre. Je pouvais plus descendre plus bas. Tentative de suicide, prison, psychiatrie. J'ai tout fait ça. Je suis tout allé là. Je suis décédé. Je suis revenu. J'ai chuté. Puis moi, c'est des gens qui le réalisent sans avoir tout perdu. Moi, je trouve ça très impressionnant. Ben, mais regarde Je trouve aujourd'hui ça ce le que tu es rendu. Tu as Ouais. des problèmes de santé aujourd'hui, Ouais, puis ouais, on mais- se parle à tous les jours. Ouais. Puis tu me dis, c'est quoi qui t'en sort? C'est la prière, la méditation, C'est ça. hein, ton mode de vie et tout. Ouais. Si tu n'avais pas connu tout ça, aujourd'hui, comment tu te sentirais? Ben, si on parle à 11e, là, si j'avais pas une puissance supérieure, tu sais, aujourd'hui, je suis très malade, là, présentement, mais avec. Mais les gens gens- savent-tu? Moi, je suis pas au courant. T'en parles-tu de quand tu étais malade? Ben, on n'a pas parlé beaucoup. Ben, là. c'est pas le sujet, mais si Non. tu veux... C'est juste parce qu'ils ont découvert 4 masses. J'en ai une à De l'estomac. type au foie. cancer? Je ne sais pas On ne encore. sait pas encore. Fait Il que t'en les attend biopsies des sont résultats. faites. Mais je vais le dire, ça fait un mois que je fais ça, mais j'ai jamais eu le goût de consommer. Je me suis jamais découragé. En un mois, c'est arrivé 4 fois peut-être, les journées qui étaient très difficiles. Ouais. Je priais, je méditais, mais quand le mal est trop grand, je décroche. Mais dans ce temps-là, j'appelle Robert, tu sais, j'appelle des gens. Là, je peux pas faire de meeting beaucoup parce que je suis trop malade. Le soir, je suis couché de bonne heure. Mais je me Mais décourage hier, on pas. a fait un meeting hier, tu étais Ouais. content. Ouais, hier, j'étais correct. C'est ton- Ouais, ben, ça c'est me ton fait du premier bien. meeting depuis que tu connais ta C'est maladie. ça. Ouais. Mais, tu sais, je joue pas à victime. Premièrement, je ne sais pas, j'ai le cancer. Fait qu'on va attendre rendu. Tu sais, je traverserai le pont quand j'arriverai à Rivière. Ben ouais. Fait que là, je suis pas rendu là. Mais c'est juste la souffrance. Mais ça m'empêche pas de venir ici. Puis j'ai fait j'ai une Puis animation. tu dirais-tu que ton état de santé aujourd'hui, à ton âge, est dû pas mal au train de vie que tu as Ben, mené j'ai été avant? 35 ans dans la consommation. Ouais, dans la Tu sais, consommation dans la grosse heavy duty, consommation. là, assez- Ouais, assez ben, forte, j'ai été, ouais. moi, j'ai été, tu sais, j'ai été héroïnomane, Ouais, j'ai ouais, été pharmaco. Tu sais, j'ai touché à tout. là. Ouais, ouais, Fait que, ouais. Puis moi, c'était toujours à l'excès. Tu sais, moi, je me suis retrouvé à Ah oui, t'es faire, un gars intense. Encore aujourd'hui, je le vois, là, depuis qu'on se tient Tout ensemble, je intense, vois bien ouais. que t'es... Mais si vous me permettez une observation, mon père est mort à 86, puis s'il y a quelqu'un qui a consommé... Ben oui, c'est ça. Alors, tu peux te dire, des fois, la génétique, ta constitution, Éric, tu le sais pas, tu vas peut-être nous enterrer. C'est On ça. le sait pas. C'est juste que la question est importante, c'est est-ce que la façon qu'on s'auto-détruit dans notre conso peut avoir des répercussions à long terme? Absolument. Ah, c'est sûr. Absolument. Tout dépendant combien que tu as consommé dans ta vie. Ben oui, tu sais. puis en même temps, si moindrement j'ai hérité de la génétique des Lapointe, je peux t'offrir jusqu'à 107 ans parce qu'on a une couple de centenaires dans la famille. Ah ouais, ouais. Alors, tu sais, ouais, c'est sûr que si j'ai une Ta génétique, génétique de base est bonne. ça se peut qu'elle soit Ouais, bonne. ouais, tu sais. ouais. Sauf que c'est pas parce que tu as une bonne génétique qu'il faut que tu te dises ah ben je suis correct, j'ai pas besoin de faire d'efforts, j'ai pas besoin de faire Bien du sûr. meeting, Faut que j'ai tu pas besoin de t'entretiennes. ben non, c'est sûr. Puis de toute façon, la peur à laquelle je faisais référence tantôt,
c'est une arme vraiment redoutable dans mon rétablissement. Il faut Et que la j'ai peur, peur. il faut faire attention. C'est un sentiment humain tout à fait normal. C'est ce qui peut te garder en vie. Puis il y a des bonnes peurs, comme celle-là. Puis toi, c'est une bonne parce peur. que la conso, moi, je le sais que j'ai connu des gens qui avaient des 15, 20, 30 ans, 40 ans d'abstinence, qui ont chuté, puis sont jamais revenus. Justement, on en parlait tantôt d'un couple que tu connais, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans en couple, une quinzaine d'années. La femme a reparti sa rechute. L'homme a suivi. Ils sont jamais revenus. Ils sont encore ensemble, mais ils sont dans déchéance totale. Moi, quand je dis en plus de ne jamais revenir, moi, j'aurais trop peur d'avoir le discours du « oh, fuck it ». Tu sais, la petite voix qui dit « hey, ça fait 20 ans que je fais du meeting, ça fait 20 ans que je suis sobre, ça fait 20 ans que ça va bien. » Puis avec toutes ces années-là, j'ai pas été assez fort. Là, c'est le discours mental, là, de m'empêcher de consommer. Ah ben fuck it. Là, tu consommes, puis l'overdose s'en vient, puis tu te détestes tellement. C'est parce que tu le sais que quand tu rechutes, tu le sais que t'as pas d'affaire à rechuter. Ben, en plus. Fait que t'es au courant, fait que tu te sens honteux. Tu te trouves épais. Ah, tu te trouves épais, tu te sens honteux, puis là, tu consommes plus. Puis c'est ça. Puis c'est là que tu fais une overdose. Puis là, comment tu te dis, je vais revenir dans une salle de meeting alors que moi, je m'appelle Robert P. Je parle de toi. Tu t'en vas, puis là, ils disent, moi, mais t'es mon idole. T'as rechuté. Et là, tu te dis. Je reviens, fait une semaine. Tu sais, c'est sûr et certain. C'est ça qui est délicat. Puis, tu sais, toi et moi, on est des personnalités publiques, on a un parcours, et les gens nous regardent. Puis les gens disent, ces gars-là ne peuvent pas rejeter, c'est tellement des modèles. Ben, attends une minute, non, là. La maladie, là, est forte en tabarouette. Si tu penses que tu es plus fort que la maladie, à toi tout seul, là, détrompe-toi. Par contre, tu as raison dans ce que tu dis, mais moi, je reviens toujours aux 12 étapes. Ouais. Quand tu fais tes bonnes étapes, puis tu es fait dans l'ordre chronologique, tu commences pas par la deuxième, puis tu tosses à la 10e, tu reviens à la 8e. Non. Quand tu les as faites dans l'ordre, moi, ça m'aide à passer à travers, malgré ce que tu dis, on est une personnalité connue, puis j'aurais de la misère à dire que j'ai rechuté. C'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais moi, c'est surtout les étapes qui me gardent abstinent aujourd'hui. Ben oui. J'ai comme pas le choix. Mais juste la première. Ouais. Moi, j'essaie de me la dire le plus souvent possible. Ouais. De jamais oublier que je suis totalement impuissant face à telle substance. Puis que si je consomme, je sais que je vais perdre le contrôle de ma vie. Ouais. Et ça, c'est important que je me tout le va rappelle. s'en suivre si tu consommes. C'est sûr. Moi, si je consomme, je recommence à courir les femmes. Ah oui. C'est sûr, parce que les deux étaient interreliés. Ouais. Comme j'ai toujours dit. Excuse, Robert, t'as pas connu la rechute, toi? Pas encore. Okay. Pas depuis que j'ai arrêté totalement. Okay. Et je dis pas encore parce que je suis assez humble. Non, je suis assez humble de dire, regarde, non, ça va bien. 24 heures à la fois. 24 heures à la fois. Puis je dis ouvertement, oui, j'ai pris une médication sous ordonnance. On m'avait donné de la morphine après une opération. J'avais eu une rupture du biceps. Et quand on me l'a donné, évidemment, c'est intraveineux. T'as le soluté, puis t'as tout ça. Puis là, moi, je suis couché sur le lit d'hôpital. Ah, puis dis-moi donc, comment tu t'es senti? J'ai tellement aimé ça, j'ai dit, ça t'a pas tenté? De buzz. Ben oui, attends une minute, Robert. Et là, je me dis, c'est donc ben hot, là. Puis tu sais, la médecin qui m'avait opéré, elle m'a dit, il n'y a pas de problème si vous avez besoin d'une entredose. Une entredose, ça veut dire que, mettons, tu as une dose régulière, des micro-doses de morphine pour pas que tu aies de la douleur. Il n'y a aucun problème. Tu as droit, mettons, à 3 entredoses pendant toute ta nuit. Ouais. Alors moi, je suis dans mon lit. Et là, je décide de me lever. Je me promène avec mon soluté, puis la morphine qui est dedans. Et là, je buzz. Non seulement je buzz, mais je fly que j'ai pas l'impression de toucher au sol, puis je faisais faire de la thérapie à tout mon étage. Canadien-Boston, on est dans les playoffs au mois de mai. C'est le match ultime, le 7e, et Canadien gagne, toi. Toi, t'es Jésus-Christ, là. Je suis Jésus-Christ, et là, je suis sur un high, mais je m'en rends pas compte que je suis sur un high. Ben là, non, c'est ça, c'est toujours insidieux. Je suis dans une espèce d'euphorie, et après que la game est finie, je m'en vais me recoucher, je suis dans mon lit, et là, j'ai un flash. Il dit... Non, qu'est-ce qui se passe? Ça va donc bien. Si j'ai pas de problème. Puis moi, je suis un sportif. Moi, ma saison de canot-kayak puis de bateau-dragon, elle est scrap. Normalement, je serais en train de me mettre en petite boule puis broyer ma vie. Mais là, ben non. Il n'y a pas de problème. David, belle peace and love. Peace and love. Et c'est là que j'ai flashé. Il dit, fuck, c'est de la morphine, hein? Ouais, hein? Ah. Ben, pas d'entredose. Donc, j'ai demandé à l'infirmière, qu'est-ce que vous pourriez me donner autre que ça? Ben, on a des Valium? Non. Légal, là, des pilules comme des aspirines, des Advil. Des Tylenol. Exactement, des Tylenol. Parfait, je vais prendre ça à la place. Parfait, c'est sûr que je bosse pas. Alors, le lendemain matin, quand j'ai eu mon congé de l'hôpital, le médecin rentre, fait sa tournée, puis elle regarde dans ma consommation de morphine de la nuit, elle me dit, ben, vous n'avez pas pris? Vous n'avez rien pris? Il dit non. J'en ai pas pris. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, là, dans ma famille,
il y a des gens qui sont morts à cause de substances. Puis là, j'ai commencé à aimer la substance que vous m'avez prescrite. J'ai décidé volontairement qu'il faut que j'arrête là parce que le sevrage va me faire souffrir en crise. Parce que moi, j'en ai connu des gens qui sont allés à la clinique Nouveau Départ puis à la maison Jean Lapointe et qui ont été accros au benzo. Ils ont été accros aux opiacés et il y en a qui sont jamais revenus. Et moi, j'ai peur d'aimer ça. Puis mon crosseur en moi est capable de vous en passer une vite pour vous dire, pouvez-vous m'en prescrire plus? J'ai mal. C'est ça. Exactement. Et là, je me suis tout vu aller. Donc, tu vois, là, si j'ai pas la peur, si j'ai pas la discipline, moi, je chire dans la force du noir, là. Ouais, c'était pas le cheminement que tu as à venir jusque-là. Non, je m'en vais dans la force du mal, de la conso, puis comment je vais revenir si je reviens. Alors moi, c'est ça qui m'a sauvé, d'après moi. Ben moi, je vis ça, là, présentement. Moi, j'ai fait 12 rechutes dans ma vie. Moi, je connais les associations à 16 ans, 12 rechutes, bon, ces choses-là. Puis là, à cause de mon mal, les oncologues voulaient me prescrire du dilodide ou morphine. J'étais un pharmaco aussi, là. Fait que dans le temps, je l'aurais pris, j'étais pas honnête. Mais là, en étant honnête aujourd'hui, j'ai dit non. Parce que je sais, si tu viens de l'expliquer, je vais me sentir bien, je vais me créer un mal, puis je sais, je vais m'en passer une vite. Tu vas dire que tu as mal sans avoir mal, oui, juste pour c'est sûr que je vais m'en passer une vite. Puis ils vont te demander t'en donner que tu vas te mettre à la vendre. Ben sûrement, parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça dans le temps. Parce que, tu sais, ce que je vis présentement là, avec mes filles, en tout cas, je vis des choses difficiles en dernière année. Fait que, ça va, tu sais, pour enlever la boule, là, parce que je vis des choses puis difficiles. Comme Jean-Marie vient de dire, pour te sentir bien, puis il n'y a pas de problème. Puis je sais que moi, je sais que je vais repartir. Puis pas juste ça, je suis Éric. pas capable. Hey, c'est de la légale, là. C'est pas quelque chose que tu achètes sur le marché noir, c'est un médecin qui te la prescrit. Donc, il faut être vigilant. Veux pas avec notre vie et avec les épreuves qui risquent de nous tomber d'en face d'ici les 50 prochaines années. Il faut être drôlement vigilant pour pas se dire « Hey, j'ai droit ». Puis moi, c'est mon Je vois la victime, puis aller chercher le petit crosseur dans ta tête. Moi, je l'appelle mon fou, qui dit, ben oui, t'as le droit, c'est légal, tu n'as besoin, tu souffres, tu sais. Puis moi, c'est mon honnêteté qui fait que j'en prends pas. Il faut. Parce que si je suis pas honnête, c'est sûr que je vais en prendre, ça va m'enlever le mal. Je fais psy, je souffre. Ouais. Je suis capable d'endurer mon mal. Tylenol, Advil, présentement. Puis c'est ce que tu dis là, c'est ton honnêteté. L'honnêteté commence par soi-même, mais aussi, dès qu'on commence à chirer dans notre tête, il faut que tu parles à ton parrain ou à ta marraine. La dixième étape, faut que tu te ramènes. Il faut que tu fasses ton inventaire, puis que tu dises à la personne qui t'accompagne, dis, écoute, là. Ta garde rapprochée, tes appels. Ah ouais, c'est ça. Je commence à chirer dans ma tête, là. Puis je suis en train de me vendre l'idée que c'est correct de faire ci, faire ça, tu sais. Puis c'est là que je trouve ça important, le mouvement, tu sais. Parce que le mouvement, il y a les meetings, mais il y a aussi toute la démarche personnelle que tu fais face à toi-même à tous les jours. Parce qu'il y a un effort à faire pour rester abstinent. Puis cet effort-là, nous, les alcooliques, c'est tout de suite hier. Il faut que ça soit hier. Tu vois que ça arrive Par contre, hier. tu sais quoi, Robert? Moi, j'ai appris en thérapie, il y a une nuance entre faire un effort puis forcer. Moi, je force plus. Moi, je force plus dans ma vie. Je force plus mes relations affectives, je force plus mes relations professionnelles, je force plus, mais je fais des efforts. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Ben, s'il faut. Tu lâches prise, qui est une des manières. Tu as connu notre fameux Alphège, qui était un lâcher prise sur deux pattes. Hein? Quel beau modèle. Quel beau modèle de lâcher prise. Puis lui, comme je disais tout le temps à nos auditeurs, il disait tout le temps qu'il mange tout de la marde. C'était sa barotte à lui pour lâcher prise dans tout ce qui pouvait y arriver comme situation dans une journée. Puis tu sais, cette phrase-là venant d'un gars profondément fin et doux, on dirait que ça ne fit pas. Mais lui, c'était sa façon de dire, regarde, moi, je lâche prise. Pour rester abstinent. 59 ans quand même d'abstinence quand il est décédé. Ça, c'est fabuleux. Fabuleux. Puis tu vois, ça, pour moi, je pense que c'est la base, c'est cette honnêteté-là. Ne plus forcer. Je ne force plus. Ça explique bien le lâcher prise qui est difficile à expliquer à un nouveau ou à un auditeur qui se demande s'il y a des problèmes. Mais la prière de la sérénité, Robert, c'est un hymne au lâcher prise. Carrément. Moi, là, je la dis à tous les jours. À tous les jours, quand je finis ma méditation matinale, je me fais une petite citation, je me fais des citations, je me fais des réflexions puis des prières, puis je dis tout le temps, mon Dieu, donnez-moi la sérénité. Puis d'accepter les choses que je peux changer. Le courage de changer. Juste expliquer un peu c'est quoi ta méditation, comment tu procèdes. Ou juste on en revient un petit peu à la 11e étape. C'est un peu le but de la 11e étape, parler de la méditation et de la prière. Il y a une chance qui nous ramène. Hein? Bravo, Éric. En fait, la 11e étape, pour moi, c'est ça. C'est ma pratique spirituelle avec le Dieu tel que je le conçois. Parce que moi, je suis né dans une famille catholique, j'ai été baptisé, mais j'ai découvert le bouddhisme vers la fin de ma vingtaine ou dans ma trentaine, et ça a été révolutionnaire pour moi. Sans nier et renier mes racines chrétiennes, catholiques chrétiennes, j'ai quand même adhéré à un mouvement dans le bouddhisme tibétain qui a été indispensable et qui m'ont probablement sauvé la vie. Par contre, j'aime beaucoup les deux. C'est-à-dire que quand je récite
mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Cette prière-là, ça me ramène vraiment à, OK, peu importe Dieu, Vishnu, peu importe. C'est pas tant le Dieu, parce que c'est très difficile de dire à quoi il ressemble ton Dieu. Mais toi, tu peux-tu expliquer aux auditeurs qui ne comprennent pas, parce que c'est dur d'expliquer la troisième étape, hein, quand tu es venu à croire que quelque chose de plus fort, grand que toi est venu, tu sais, la deuxième étape. Tu peux-tu expliquer, toi, c'est qui ton Dieu, c'est quoi, comment tu le visualises, comment que... Bien, je vais le dire dans un terme hyper générique et très, très, très large, c'est la vie avec un V majuscule. C'est-à-dire que moi, je suis tombé sur une citation un jour qui a été vraiment, là, comme ça m'a ouvert le cœur. C'est Parker Palmer qui a dit, c'est pas important ce que tu veux faire ou ce que tu vas faire dans la vie. Ce qui est important, c'est d'écouter ce que la vie veut faire en toi. Ah, wow. Et d'écouter ce que la vie veut faire en moi, ça peut être pour toi Dieu. La puissance supérieure, c'est le bon Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu, qu'est-ce que le Big Boss est en train de manifester dans ton cœur que tu vas écouter et qui va non seulement changer ta vie positivement, mais qui va te permettre d'avoir un impact. Qu'on n'écoute pas habituellement pas tout le temps. Quand tu deviens un alcoolique. Non, effectivement. Parce que personne ne te le dit quand tu es jeune. Ça devrait être montré à l'école. D'écouter ton cœur. Très jeune, d'écouter ton cœur. Mais bien souvent, on écoute plus notre cerveau, notre raison que le cœur. Ou nos pulsions de base. C'est ça. Tout de suite. Je veux un char neuf, je veux un bonbon, je veux une gomme ballon, je veux baiser telle fille. C'est tout de suite. Là. C'est tout de suite, on veut du quick fix. Puis les dépendants, je vais dire surtout en 2024, hein, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le... ton téléphone. Tu veux quelque chose, tu le commandes. La génération du jetable. Ça marche pas, on le jette, on reprend un autre. Exact. Donc, pour moi, de vouloir écouter ce que la vie veut faire en moi, c'est tellement large que ça englobe tout ce qui est comme mouvement religieux, mouvement spirituel. Donc, quand j'écoute ce que la vie veut faire en moi, là, puis quand je l'écoute, là, il y a quelque chose qui se manifeste, il y a une chaleur. Donc, tu confies ta volonté et ta vie à ta puissance, à cette envie de vivre. À cette vie-là, avec cet élan de vie. Donnez-moi ce que je peux faire, puis je vais le faire. Ben, pas juste ça, c'est je vais être au service de ça. C'est ça. Tu sais, d'écouter, moi, là, mon ami Jocelyn que tu connais, puis plein d'autres personnes dans le mouvement, ils disent, c'est quoi le Big Boss? Qu'est-ce qu'il veut? Ta volonté et non la mienne. Fait que ta volonté opère en moi et je vais suivre cette volonté-là. Bon, cette volonté-là, pour moi, c'est ce que la vie veut faire en moi dans ce qu'il y a de plus lumineux. C'est pas la vie juste que mon cœur batte. Non. Qu'est-ce qui te fait vibrer, là? Et tout le temps, c'est jamais juste à propos de moi. Jamais. C'est tout le temps au service de quelque chose. Ben, je trouve ça le fun depuis les 11e étapes. Depuis les 11 étapes, c'est la première fois que c'est si bien expliqué. En tout cas, pour moi, comment t'expliques la puissance supérieure? Ah ben oui. Ouais, je trouve ça, pour moi... C'est pour ça que je pose la question. C'est important que nos auditeurs sachent depuis le temps qu'on parle de la puissance supérieure. Ben, d'écouter ce que la vie veut faire en nous. C'est ce qu'on n'écoute pas d'habitude. Ben non. Mais on sait même pas qu'on ne l'écoute pas. Parce que tu sais même pas c'est quoi cette vie-là. C'est ça. T'es même pas en relation avec. C'est ça, tu essaies de vivre avec tout ce qui est autour de toi. Tu essaies de vivre avec la publicité que tu vois. Il faut que tu aies un char neuf à 25 ans, comme tu disais tantôt, une grosse maison sans pied de façade. Tu sais. Tu écoutes ça, puis tu penses que c'est ça. Fait qu'au côté cérébral, tu fais en fonction d'obtenir ça, et tu penses que c'est ça, la vie. Mais dans le fond, c'est pas nécessairement ça. Non. Et ça, Robert, c'est tellement important parce que ça ouvre la porte à... C'est quoi la différence entre le bonheur puis les plaisirs? Parce que la maison avec le 100 pieds de façade sur le bord de l'eau, là, c'est pas le bonheur. Là. C'est des plaisirs, c'est des belles sensations. Ça peut se transformer en bonheur aussitôt que tu te mets à partager ça. Ça, c'est une autre dynamique. Mais moi, j'ai mélangé... Si c'est pour répéter la galerie, c'est là que c'est juste un plaisir éphémère. Ou c'est l'ego qui veut dire « Hey, Robert, t'es donc ben hot. » Lui, il veut se faire dire ça. Mais la nuance n'est pas évidente parce que des fois, on peut ressentir une immense pulsion. Là. Ah oui, c'est ça que je veux. Puis les gens vont penser que c'est ça le bonheur. T'sais. Mais moi, ce que j'ai appris, en ce cas, ce qui fait du sens pour moi, c'est que là, mon bonheur, c'est celui qui est au service du plus grand nombre. J'aime bien ça quand tu dis ça. C'est vrai que t'es au service. T'es au service, tu partages, tu tends la main. Puis, tu sais, tu peux avoir une Porsche décapotable de 300 000. Tu t'es gâté, t'as eu du fun, mais ce qui va te faire vraiment triper, là, va faire un tour à Sainte-Justine, va voir un petit garçon malade qui dit « J'aimerais ça, mon rêve avant de mourir, ça serait de faire un tour avec toi dans ton char décapotable. » Ça, c'est pas du plaisir. Ça, c'est du bonheur. Le même objet peut soit gonfler ton ego ou te gonfler de bonheur dans ton cœur.
Ouais. C'est là la différence quand tu es au service Ben oui. et quand tu ne l'es pas. Exactement. C'est donner sans attendre. C'est ça. Ah, c'est très bien expliqué. Donner sans attendre, sans que tu passes dans le journal et dire, hey, le commandant Piché, il est tellement fin, tellement si. Non, les gestes que tu fais anonymes ont tellement de la valeur parce qu'ils sont pas pour l'ego. Ils sont pas au service de l'ego. Ils sont au service du big boss. Ils sont au service de ton Dieu. Je peux t'en compter une. J'étais dans une levée de fonds qu'on prend des vieilles voitures puis on fait des tours à des handicapés mentaux. Tu comprends? Puis une journée, j'ai une dame avec moi qui a une quarantaine d'années, puis je suis en train de lui faire le tour avec tout le groupe. Puis elle a peut-être 8 ans ou 9 ans d'âge. Elle a une déficience intellectuelle. Elle a peut-être 8 9 ans d'âge, tu vois. Parce que même parler qu'elle a voyagé parce qu'elle me reconnaît. Puis elle dit qu'elle est allée à Paris, en Espagne. Puis de la main qu'elle me parle, je vois que c'est vrai qu'elle a voyagé. Puis tu vois qu'elle est bien nantie, qu'elle n'est pas dans la rue, mais elle reste dans une maison. Elle habite dans une maison avec du monde comme elle. Qui lui offre des services. Qui est probablement placé, tu comprends? C'est ça. Puis là, elle me dit, quand est-ce qu'on va arriver ça va finir. Ben, j'ai dit là, à quel trafic, on va peut-être être là dans 10-15 minutes. Elle dit, il faut que j'appelle mon taxi parce que le taxi part dans 5 minutes. Fait que là, signale le numéro de téléphone, parler au dispatcher du taxi. Ben, elle dit, écoutez, je suis une telle, puis je vais être en retard de 5-10 minutes. Pouvez-vous m'attendre? J'entends la madame, à travers le téléphone, lui parler fort. Je peux pas attendre. On te l'a dit que si tu n'arrives pas en temps. Moi, là, j'ai rien à voir dans cette histoire-là. Moi, je suis juste le chauffeur qui accompagne cette dame-là pour lui faire plaisir. Mais là, moi, je commence à monter dans ma nervosité. J'ai quasiment envie de dire, passe-moi le téléphone, puis je vais y parler. Elle continue à jaser avec la dame, puis elle dit, ben là, il va falloir t'attendre le prochain taxi, ça va prendre une demi-heure. Elle dit, OK, merci, par raccroche. Je dis, puis, ben, c'est correct, moi, attendre. Moi, je suis dans le plafond, j'ai rien à voir là-dedans, je suis sur le gros nerf. Tout ce que j'ai envie, c'est d'aller la reconduire à sa maison, puis parler au dispatcher, mais j'ai rien à voir là-dedans. Puis elle me dit, c'est pas grave, je vais attendre. Fait que c'est qui le fou d'un deux, là? C'est moi qui est en train de me faire du mauvais sang avec un problème que je suis même pas impliqué. Toi, tes déficiences, ils paraissent pas, mais ils sont toutes là. C'est ça. Non, mais c'est vrai, pareil. C'est une leçon que j'ai eue. Ben oui. Moi, ma journée de me promener avec un chat, puis tout le monde prend des photos avec ma vieille voiture, puis la patente, c'était ça, mon bonheur. Ouais. C'est que cette dame-là m'a donné une leçon. Tu comprends? Elle m'a ramené sans qu'elle s'en rende compte. Pas à peu près, tu sais. Puis je trouve ça le fun parce que dans le mouvement, on est juste entouré de gens qui nous ramènent, qui nous élèvent, qui nous inspirent. Mais faut que tu sois alerte à ça. Faut que tu sois réveillé à ça. Faut que tu sois ouvert à ça. C'est de là viennent les expériences, les fameuses expériences spirituelles qu'on parle. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience spirituelle, celle-là, pour m'emmener, comme on parle dans la 12e, à un éveil spirituel qu'on parlera la semaine prochaine avec un autre invité. Mais il restera toujours que c'est là que ça se passe quand même, tu vois? Oui, puis tu sais, j'ai tellement entendu de gens, puis je suis sûr que je suis pas le seul autour de la table, des personnes qui me disent « Ah ouais, les AA, les fraternités anonymes, ah ouais, c'est le bon Dieu partout. » Parce qu'on a une génération de Québécoises qui ont été barouettés à cause de la religion, puis je comprends, il y a des traumatismes. Non, puis les gens ils associent la religion au bon Dieu. Tout à fait. Qui est complètement séparé. Tu vois, c'est pas alors la même chose. Alors que tu associes le mouvement anonyme des 12 étapes d'un programme qui va te sauver la vie, et tu vas t'empêcher d'adhérer à ça à cause qu'il y a Dieu qui est associé. Donc, je ne sais pas qui a eu la brillante idée de dire Dieu tel que tu le conçois, parce que ça vient d'ouvrir le spectre très, 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 très large de ton lien avec ta spiritualité. C'est ça. Le mode de vie, c'est spirituel. Et vous le savez, quand on rencontre des nouveaux, tu rencontres beaucoup de nouveaux, moi aussi, puis toi aussi, puis quand tu leur parles des étapes, puis tu arrives à la 3e, il faut que tu donnes ta volonté, hein, tu confies ta volonté et ta vie au Dieu tel que tu le conçois. Tout de suite, ils voient le mot Dieu. Les gens qui sortent, ils en ligne la porte de sortie. Oui, mais le fou dans ta tête, tu sais, t'as pas d'affaire là par tout. Il parle de Dieu. Donc, j'ai le droit ça te donne comme un droit de retourner consommer. Tu vois? Oui, puis tu sais, d'aider les gens à... Écoute, je comprends ta peur, je comprends ton hésitation. Moi, ce que je pourrais te dire à ce moment-là, ne te bloque pas à cause du mot de 4 lettres qui commence par un D. Le Dieu tel que tu le conçois. Puis la personne dit, moi, je suis athée. Parfait. OK, t'es athée, c'est bon. À quoi tu crois? Crois-tu à quelque chose? Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se manifester en toi quand on parle de spiritualité. Les gens vont dire, ben je crois en moi. Ben, c'est parfait. Ben, ce que tu as en toi là, qui te fait vivre, là, ben, donne-y de l'importance. Parce que ça, c'est pas une force destructrice. Non. C'est une force lumineuse, c'est une force positive. Alors toi, là, quand tu dis, moi, je crois en moi, ben parfait. Cette énergie-là, là, mets-la au service des autres. Suffit que tu vas faire du millage, mon gars. Là. Mais c'est un peu comme on dit dans la 11e étape, que je vais le relire pour que le monde continue à voir. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer un contact
conscient avec Dieu. Ouais. On Ben ramène Dieu à la 11e étape, hein, puis tel que nous le concevions, on vient d'en parler, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Ben moi, j'accompagne beaucoup nos pas en tant que parrain, mais en tant que confident, ces choses-là, elle écoute ces choses-là. Puis qu'est-ce que tu dis, Dieu, tel que tu le conçois, mais quand il m'en parle, là, ils entendent Dieu, puis ils n'entendent plus le reste de la phrase. Ils n'entendent pas tel que tu le conçois. Ouais. C'est là, il faut que tu chemines avec eux. Ben, puis c'est là, il faut que tu les accompagnes. Tu les laisses pas tout seul de même, il faut que tu les expliques. En tout cas, ceux qui veulent. Ils viennent me voir, puis là, tu décortiques. Parce qu'aussitôt qu'ils voient Dieu, le reste de la phrase, ils le C'est parce que quand tu arrives à la 11e étape, tu es supposé, dans les 3 premières étapes, qui est le côté spirituel de la démarche, tu es supposé de l'avoir compris que Dieu est là. Ça ne veut pas dire que tu l'acceptes à 100%, mais en faisant tes étapes, tu as découvert à travers ta vie des expériences qui t'ont dit, moi, il y a peut-être vraiment quelque chose. Puis quand tu arrives à la 11e étape, que tu as vraiment fait les 10 premières étapes, tu es supposé dire à la 10e étape, je suis rendu là. Pour aujourd'hui, il faut que je concrétise ma relation. C'est pour ça qu'ils disent conscient avec Dieu. Oui. Tu vois? Mais t'as allumé tantôt quand tu l'as lu. Quand tu l'as lu, t'as dit dès que le mot conscient, puis t'as ressouligné. Pourquoi le mot conscient, quand tu lis la 11e étape, il t'allume comme un arbre de Noël? Parce qu'il faut que tu restes là. Faut que tu le réalises. Moi, j'ai des expériences spirituelles quasiment tous les jours. Hier, j'étais avec notre ami Jocelyn, que tu connais très bien. On s'en allait donner une conférence que c'est la première fois qu'on la donnait. Anodin, on s'est pratiqué un petit peu ensemble, mais on sentait une certaine fébrilité entre nous deux, parce que c'est la première fois que tu le donnes devant 200 personnes. C'est quand même quelque chose un peu, tu le sais. Tu parles devant le public, toi aussi. Non, puis parce que je connais Jocelyn, comment il est intense. C'est ça. C'est un beau fou, c'est un gars passionné. C'est ça, pour les 2 intenses, 2 passionnés, ça va... Ça va être un party, là. C'est ça. Puis d'un coup, on est sur l'autoroute, puis on s'en va avec sa belle poche, puis tout est bien beau, tout va bien. Il fait beau soleil, puis la patente. Des coups, on voit un PT Cruiser passer à côté de nous autres. Je sais pas si tu te souviens. Très bien. C'est une des voitures qu'elle fait que j'avais dans le temps. Ah non, OK. On n'en voit plus de ces cruisers-là. Il n'y en a plus. Ben, c'est comme des voitures des années 50, les hot rods. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire avec ça, puis ça n'a pas été aussi populaire, ça n'a pas levé. D'un coup, je vois le petit cruiser, je regarde Jocelyn, j'ai dit, tu te souviens-tu quelle fèche j'en avais une? Puis il me dit, fèche, ça a été notre mentor en eau 2. Il dit, c'est bien trop vrai. Dit, d'après toi, c'est quoi ça? Ben, c'est un message. Un clin d'œil. Les gars, vous êtes bien ensemble, vous allez faire une conférence, faites-vous-en pas, ça va bien se passer. Ça va bien aller. On a fait la conférence, ça a été un succès à 100%. Mais moi, je considère ça comme une expérience spirituelle, mais j'étais allumé à ça. J'étais ouvert à ça. Tu sais, la 11e étape, quand ils disent que tu as confié ta volonté et ta vie, mais c'est un peu ce qu'on fait en faisant ça. Oui, mais en même temps, ce que tu dis, moi, j'appelle ça de la synchronicité. C'est très spirituel. C'est-à-dire que, tu sais, Elfège est un bonhomme qui a été important dans la vie de milliers de personnes qui souffrent de dépendance. Il a sauvé la vie à bien du monde. Il a sauvé la vie à bien du monde. Puis c'est un modèle d'humilité. C'était pas celui qui jacassait le plus fort dans une salle de meeting ou dans un conseil d'administration, mais il était présent. Alors, tu vois, Elfège, comme Jocelyn et toi, vous l'avez connu, puis c'est un ami de la famille, c'est un ami de mon père, tu sais. Tu sais, le PT Cruiser qui passe à côté, là, c'est un clin d'œil. C'est comme un clin d'œil du bon Dieu qui dit « Hey, Elfège, il vous watch, les boys, puis amusez-vous. » Ben moi, j'aime ça, ces signes-là. Parce que moi, ma force supérieure, c'est Elfège. Quand j'ai un problème, c'est à lui que je parle. Tu parles. Puis je le sens présent autour de moi tout le temps. Ben c'est ça. Mais toi, c'est parce que ce canal-là, il est ouvert. Oui, parce que j'y ai fait confiance dans sa vie, tu vois. Pendant que j'ai trippé avec quand même pendant 15 ans de temps. Puis ça fait au-dessus de 40 ans que je le connaissais parce qu'il a travaillé pour mon père quand j'étais plus jeune. Fait que tu sais, c'est un gars à qui je faisais confiance. Mais tu comprends que si toi, t'es le passager dans l'auto puis t'es en train de checker ton téléphone, whatever, puis peu importe, t'as peut-être des bonnes raisons de checker ton téléphone, mais le PT Cruiser passe à côté, tu le vois pas. Ouais. Donc, c'est la même affaire. Il faut avoir les yeux ouverts aux signes que des fois, les miracles peuvent se produire à tous les jours. Mais si t'es ouvert, tu vas être aux aguets. Tu vas y checker les miracles, les exemples comme quoi la vie est bonne. Mais au même titre que si tu te programmes à l'inverse, c'est une vie de marde de tabarnane. Tu te lèves le matin, encore une autre vie de marde. Encore, c'est sûr qu'il va t'arriver de la marde dans la journée. Ben, c'est sûr. C'est ça que je vis présentement. Même tantôt, je disais, je suis joyeux, heureux et libre, malgré que je suis malade, malgré que je souffre. Je sais pas j'ai quoi encore, mais je me laisse pas abattre. Parce que je sais que c'est pour du plus. Puis toi, c'est à travers la prière et la méditation. Oui, ça, c'est sûr. Puis les membres. C'est sûr, tu pries le matin en te levant ou tu pries le soir en te couchant ou tu médites? Moi, je médite en me levant, je prie. Ça peut être là. Ben là, le jour où je travaille pas. Fait que ma prière de sérénité, je peux la dire 50 fois par jour. Je lis beaucoup.
Moi, je prie, c'est pas jour, c'est pas soir et matin. Moi, je prie quand j'ai besoin de prier. Parce que dans la 11e étape, c'est ce qu'on fait, prier puis méditer. Ouais. Moi, je peux Toi, prier. quand tu médites, Jean-Marie, je sais que tu médites beaucoup. Tu médites-tu à tous les jours? Tu médites 10 minutes par shot? Ou... Tu vois, le matin, de 7h15 à 7h45, je fais partie d'un groupe sur Zoom et on médite pendant une demi-heure. Une demi-heure. Le groupe. La force du groupe est extraordinaire. Je médite tout seul. Il y a un genre de guide qui part la méditation. Il y a quelqu'un qui part la méditation. Okay. Puis il part le chrono, il fait un coup de gang, bong. Puis tu n'y manques jamais. Tu manques jamais à ça. Moi, je viens d'adhérer à ce groupe-là, ça fait juste quelques semaines. Mais avant ça, moi, je médite. Moi, j'ai 59 ans. Je médite depuis que j'ai... au début de 1999. Mais tu peux expliquer que la méditation, mettons, le matin, c'est quoi? C'est de la musique? Tu sais, parce que les auditeurs... Non, je médite dans le silence. Non, pas de mantra, pas de... Okay. J'ai une liste de prières que j'aime réciter, dont la prière de la sérénité, dont celle de Mère Teresa. Pendant ta méditation. Juste au début. J'ai certaines prières que je vais réciter. Ça me met dans une disposition. Ouvrir le canal spirituel, effectivement. Et là, je médite. Ça peut être 5 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être peu importe. C'est pas tant la durée qui compte, mais c'est de le faire à tous les jours. Ça vaut pas de la merde d'aller au gym le samedi seulement pendant 4 heures. T'es mieux d'y aller 20 minutes à tous les jours. Va t'activer à tous les jours. C'est une discipline. Ben oui, c'est une discipline. Quand je disais tantôt, c'est ce qui m'a sauvé, ma discipline. Donc, c'est ça que je prie, c'est ce que je fais comme méditation, mais à travers mes pratiques de méditation, des fois, j'ai une certaine visualisation. Je peux imaginer de la souffrance dans le monde, puis de vouloir, j'allais dire... donner de l'amour. Donner de l'amour, faire en sorte que les gens arrêtent de souffrir. Altruisme. C'est de l'altruisme à fois 1000. Donc, tu sais, j'ai des visualisations. Je peux visualiser une personne de malade, puis de lui souhaiter qu'elle soit libérée de sa souffrance, puis qu'elle connaisse le bonheur. Bien, ça, j'ai des pratiques comme ça. Mais ça, là, c'est tellement bon pour mon ego, parce que mon ego, c'est bye-bye. Il n'est plus dans l'équation, là. Donc, ça rapproche vraiment ce que la 11e étape dit. Ton rapport conscient avec Dieu. C'est totalement. Donc, quand je dis Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être la vie, ça peut être l'amour, mais tout ce qui te fait vibrer dans ton cœur, là, puis que c'est fort, là, c'est pas de l'ego, là. Ça, c'est de l'amour. Ben ça, je suis connecté à ça. Parfois, je l'appelle Dieu. Parfois, je l'appelle mon père, ma mère, Mère Teresa, Bouddha. Ça dépend comment tu te sens cette journée-là. Oui, exactement. C'est la même affaire. Parce que c'est comme si ça puisait à la même source. Puis ce que j'aime, c'est, tu sais, tu pries pas pour toi. Tu pries pour les autres. Pendant ta méditation, pour quelqu'un de malade. Tu sais, parce qu'il y en a qui vont prier juste pour eux autres, puis ils n'envoient pas de prière. En fait, si je prie pour moi, en fait... tu peux, mais pas juste pour toi, c'est ce que je veux dire. Mais la base d'une prière, c'est pas censé prier pour toi. Non, c'est ça. Tu peux pas prier et dire, je veux que ça aille bien dans ma vie. Je sais, mais il y en a beaucoup moi, je prie beaucoup pour mes enfants, malgré mes enfants vont très bien, mais je prie beaucoup pour mes enfants qu'il leur arrive rien de grave. Quand là, j'en ai une en voyage en Europe, puis ma plus jeune, puis je prie pour qu'il arrive à rien. Mais je lui dis pas, ma fille, j'ai prié pour toi, il n'y a rien qui va t'arriver. Tu comprends? Mais j'ai une confiance dans ce canal que tu parlais tantôt, spirituel, qui fait que ma fille va probablement revenir puis me dire que tout s'est bien passé. Puis je ne dirais pas que c'est à cause que j'ai prié. Mais non, tu sais, je prie pas en fonction d'attendre un résultat direct vis-à-vis moi. Puis tu sais, rappelle-toi, notre ami Jocelyn, on en parle parce que Jocelyn, c'est notre bon chum, mais lui, il me dit tout le temps, tu sais, c'est fait, je suis au service de ta volonté, pas la mienne. C'est ça. Parce que moi, la mienne, là, ma volonté, là, elle peut m'amener dans le champ gauche en maudit. Puis rapidement. En quart de seconde, tu sais. Rapidement. Mais même encore aujourd'hui, après tout ce que tu viens de compter, puis après ce qu'on se dit depuis... Robert, la maladie, là, tu l'as-tu entendu celle-là? Pendant qu'on est dans une salle de meeting, la maladie est dans le parking puis elle fait des push-ups. La maladie est prête Elle est patiente, cette maladie. Elle est patiente, elle attend juste qu'il y ait une craque pour mettre sa main dedans puis te pogner par le collet. Bien souvent, il va te la provoquer, cette craque-là, pour voir comment tu vas réagir. Le fou dans ta tête, lui, il est patient. Ben, l'exemple des pilules que tu as donné tantôt, que tu as dit au médecin, l'exemple de la morphine que j'ai refusé de prendre parce que je savais que j'allais trop aimer ça. Ben, toi, tu l'as pris, mais tu as arrêté tout ça. Ben, c'est parce que j'avais pas juste la prise, c'est qu'elle était automatiquement injectée dans mon soluté. Donc, je l'avais le buzz. Mais c'est après coup, j'ai réalisé, si, je lis ce buzz-là, là, puis il est bon. Arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Puis c'est ce que j'ai fait. Donc, non, j'ai pas eu de rechute. Mais est-ce que les tentatives sont là ou les tentations sont tout le temps là? Sont tout le temps là. Mais en même temps... Et on dirait que des fois, tu es tenté par les circonstances de la vie pour voir si tu vas résister à la tentation. C'est clair. Tu comprends? Ben oui. C'est un drôle, tu sais, c'est dur à expliquer à nos auditeurs, mais quand tu es dans ce cheminement-là de la spiritualité, c'est ce qui arrive. C'est que t'es tenté.
si toi, t'es un vrai alcoolique, là, tu vas-tu les spotter, les dépanneurs pis les SAQ, ils vont te sauter dans la face. Si t'es un dépendant sexuel, là, tu vas voir les prostituées dans la rue, les escortes, tu vas voir les salons de massage, comme ça se peut pas. T'es un gambler, tu vas voir toutes les annonces qui mènent au casino. Puis ça revient à ce au PT Cruiser que je te disais. J'ai jamais revu un PT Cruiser depuis la dernière fois que le fait, je l'ai eu. On parle de là 15 ans. Parce que tu cultives ce canal-là à tous les jours, bien plus que le canal de la conso. Mais on le cultive d'une manière positive. Ben oui. Mais il peut devenir négatif. Exactement. Puis c'est ça l'exemple. Ça vient de Mathieu Ricard. Tu ne peux pas de même geste tendre la main ou crisser un coup de poing. Tu peux pas faire les deux simultanément. Donc, tu peux pas avoir deux pensées en même temps dans le cerveau. Tu as une pensée bienveillante ou tu peux avoir une pensée tout croche. Laquelle tu vas nourrir dans ta tête? Donc, laquelle des deux voies tu vas nourrir? Donc, si tu as ton canal ouvert vers Dieu tel que tu le conçois, c'est bien plus avec lui, tu vas avoir une conversation qu'avec ton crosseur qui laquelle juste... tu nourris? Le mauvais loup ou le bon loup? C'est ça, c'est la le même bon loup ne affaire. mangera pas, le mauvais loup, lui, il va te manger si tu le nourris. C'est sûr, tu vois, exactement. On parlait des gens qui prient, parce qu'il y a des gens qui savent que je suis malade, puis ils me disent « je prie pour toi ». C'est drôle, hein? Mais je le sens. C'est spécial, là. Je sais que les auditeurs ne peuvent pas comprendre, mais il me semble que tous les matins, je me lève, même si je suis souffrant, puis spirituellement, je vais bien. Je vais super bien. Puis je le sais qu'il y a des gens sincères qui prient pour moi. Puis, en tout cas, moi, je crois à ça. Moi, je suis spirituel, puis comme ça te fait du bien. Le canal est ouvert. Non, mais en plus... Ben oui, ça me fait du bien. Que tu ressens que tu sais que tu n'es pas tout seul dans cette bataille-là. Donc, tu es accompagné, il y a des gens qui prient avec toi et tu le sens probablement dans le regard bienveillant, plein d'amour que les gens viennent vers toi et surtout qu'ils savent que tu es malade. Là, ils se disent « Ah, attends une minute, là, je vais lui donner de l'amour juste dans mes regards, dans mon câlin. » Ça, il y a des gens qui ont vécu des choses ou leurs parents, puis ils m'expliquent, regarde, ils me disent des affaires positives. Ouais, mon père a eu ça, la même chose que toi, puis regarde, il est rendu à 80. Tu sais, ils m'encouragent. Tu sais, ils pourraient bien dire, oh non, mon père. Non, c'est des gens qui ont de la bienveillance. C'est ça. C'est carrément. Oui, c'est facile de penser le contraire. Ben oui. Je peux te dire qu'il y en a qui ont eu le cancer du foie et sont morts. Ben, mais c'est pas ça que tu vas entendre non plus. Tu sais, les gens, ils sont pas méchants, mais ils vont me compter des. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, au bout de la ligne, je le sais pas. Mais ils m'encouragent. Pas le temps, ça t'encourage. Comme moi, le monde, quand il parle du vol 236, le fameux vol qui m'a fait connaître, j'ai rencontré dans le reportage du 20 ans que j'ai fait avec Paul Larocque à TVA, le contrôleur aérien. Ah oui, OK. Puis ça faisait 20 ans que c'est arrivé, puis ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. Puis lui, ici, ça faisait 20 ans qu'il voulait me voir. Puis il m'a dit, je me souviens quand l'histoire est arrivée, ben j'ai dit, toi, t'as fait partie du fait que j'ai réussi à atterrir cet avion-là. C'est pas toi exactement, mais t'as fait partie à un certain niveau. Parce que quand tu me parlais, t'avais toujours la voix monotone. Tu savais qu'on s'en allait à mairie, qu'on allait probablement mourir dans 10 minutes, puis ta voix n'a jamais changé. Il était pas paniqué. T'es pas venu paniquer, t'es pas venu excité, t'es pas venu, tu sais. Puis ça m'a donné comme un courage, comme tu viens de dire, pour la prière. Mais le gars, il s'est mis à pleurer quand j'ai dit ça. Wow. J'ai dit, ça m'aurait donné de te dire qu'il y avait des vagues de 15 mètres au-dessus de l'eau, que si tu crachais dans l'eau, c'est sûr et certain, ça m'a rien donné. J'avais pas besoin de ça. J'avais pas besoin de ça, je t'ai donné le minimum. Puis lui, c'est la première fois qu'il gérait un avion en détresse. Tu comprends? Fait qu'à quelque part, ce gars-là, il m'a aidé, puis il était content d'apprendre ça. Puis c'est un peu ce qu'on vient de dire. J'ai senti que lui, il n'a pas de l'air énervé. Pourquoi je m'énerverais? Ça s'est pas passé directement de même, mais ça m'a donné ce courage-là. Ouais, mais attends une minute. Ton canal, parle-moi de ton père. Ah ouais. Ça, là. Ah ouais, ça, t'aimes ça quand je parle. Calvette. Non, mais les gens, l'as-tu raconté à date dans ton histoire? Oui, je l'ai raconté. La présence de ton père? Oui, je l'ai compté, oui. Ah, mais juste le rappel, tu sais, Chris, il est en train de manquer de gaz, puis là, il entend la voix de son père. Ça va bien aller. Non, il m'a mis la main sur l'épaule. C'est écœurant, hein? Ah, c'est quelque chose. C'est beau, ça. Mais ça, tu dirais-tu qu'après ta méditation journalière ou ta prière journalière, ça te rapproche de demander la volonté, tu sais, comme il dit dans la 11e étape, lui demandant seulement de connaître sa volonté et de te permettre de l'exécuter. Est-ce que tu sens ça après avoir médité et prié? Ben, tu sais, ce que Éric disait tantôt, est-ce que tu pries pour toi, tu pries pour les autres? C'est que si je prie pour moi, j'essaie tout le temps de demander ce qui va m'arriver, fais-moi jamais douter que c'est pour le mieux.
Est-ce que tu rentres tes projets là-dedans? Mettons, tu as un projet télévisé qui s'en vient. Ça m'est déjà arrivé, puis souvent, j'arrive avec une grande déception parce que le projet passe pas. Puis là, après ça, je me dis... J'avais pas d'affaire à prier pour ça. Non, ou si je l'ai pas eu, ou si ce projet-là, il a pas passé. Donc, c'était pas sa volonté. Exactement, puis il y a mieux qui s'en vient. Ou donc, tu te fais des attentes, peut-être? Ben oui, c'est clair. C'est ça. Capable de m'en faire. C'est ça. Hey, moi, des cinéma maison, là. C'est ça. Cinéma maison, on est des scénaristes spécialisés. Les attentes pour un alcoolique toxicomane, quand ça arrive pas, ça peut nous amener à une rechute. Ouais. C'est pour ça. Pour moi, ouais, mais tu sais, c'est pour ça que je veux pas tomber dans l'apitoiement, puis je veux pas me dire, j'aurais donc dû pas faire ça, ou j'aimerais mieux avoir telle affaire. Tu sais, en même temps, je me dis, ce que j'ai, c'est parce que je dois l'avoir. Il y a une raison pour laquelle ça passe dans ma vie. Et si je l'ai pas... Et même si tu connais pas la raison, c'est pas grave. Non, parce que de toute façon, le gars qui a eu le rôle pour telle émission ou tel projet, puis que c'est pas moi qui l'a eu, tu sais, il faut que j'apprenne à me réjouir pour lui. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans, c'est ça. Peut-être, mais en même temps, quand moi j'ai la job, là, j'ai passé l'audition, ou c'est à moi qu'on a confié. Il y en a 3-4 qui l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu. Tout bad pour eux autres. Je comprends comment ils se sentent, parce que moi, le sentiment d'échec, de rejet ou de pas l'avoir eu... de l'empathie pour eux. Donc, moi, là, quand j'ai pas quelque chose, souvent, c'est ce que je me dis. Autrement dit, je suis dans mon auto, puis, je sais pas, moi, je pense à Stifi. Mes lunettes, je les ai oubliées. Puis là, je retourne d'abord, je revire, ils sont plus là. Bon, j'ai plus mes lunettes. C'est plat. Mais le gars qui les a trouvées, probablement qu'il en a plus besoin que moi. Pas juste ça, le fait que tu retournes chercher tes lunettes, t'es dans ta voiture, si tu n'avais pas retourné les chercher, peut-être que tu aurais fait un accident. Exact. Et peut-être que tu seras mort aujourd'hui. Exactement. Il y a une magie. Puis quand tu te réjouis pour l'autre personne, tu n'es pas dans ton égo. Non. Carrément. Non, puis pas juste ça. Ça, c'est l'antidote à l'apitoiement, puis à la jalousie, puis à l'envie. Parce que si le gars, il a eu la job, moi, je me dis, il en a plus besoin que moi. Et quand je me dis qu'il en a plus besoin que moi, je me réjouis pour lui, puis ça veut dire que moi, mon plan de match, il est ailleurs. Il faut que je sois ouvert à ce plan de match-là, que je comprends pas tout le temps. Et c'est ça l'espèce de foi, c'est de faire confiance à quelque chose que tu vois pas, que tu comprends pas, plus grand que toi. Le lâcher prise qu'on parlait tantôt. Tu sais, la foi, c'est de croire en la lumière quand t'es dans la noirceur. C'est ça, la foi. Ah oui, c'est pas quand t'es dans la lumière, peut-être pas bien que la foi, c'est le fun. Là, le gars qui a gagné la Coupe Stanley, là, puis qui la tient au-dessus de ses bras, là, il est-tu dans le doute? Ben non, il est dans la célébration. Ça va bien. Mais le gars qui est sur le banc de l'équipe adverse qui a perdu, là, lui, il a un potentiel de grandir. Mais par contre, quand recommence la saison suivante, les deux sont au même point. L'autre, il veut rester champion, puis l'autre, il veut redevenir champion pareil. Exactement. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue dans la tête. Tu sais, je pense que ça prend une belle âme de se réjouir du succès de quelqu'un d'autre quand toi, t'es dans la dèche. Tu sais, comme toi, t'es malade présentement, c'est tough. Si t'es capable de te réjouir de la santé des autres, c'est le fun en maudit. Ça montre que t'es capable de te prendre une distance par rapport à toi, puis que t'es pas dans la phrase en anglais, comme disait notre ami Chiasson, « pour me another drink ». Tu sais, « pour me », ça veut dire « pauvre de petit moi ». Ah ouais, donc ça fait boire, ça. Mais c'est ça, faut pas tomber dans l'apitoiement. C'est ça, je tombe pas dans la victimisation non plus. Premièrement, c'est pas bon pour moi, ces choses-là. Ben non. Puis en étant dans la méditation, dans la prière, je peux pas être victime. Parce que, puis j'aime bien ton expression, le canal ouvert. Colin, quand le canal est ouvert, là, ça rentre tout seul. Mais comment tu fais pour l'ouvrir, le canal? Ben moi, je suis déjà... en méditant et en priant. Ben oui, c'est ça. À longueur de journée, tu en parlais avec des membres. Tu n'as surtout pas d'attente sur les gestes que tu fais. Ben tu disais tantôt, ça prend des efforts. Si je me lève à tous les matins, je ne médite pas, je prie pas, puis dans la journée où je lis pas, je fais pas ce que j'ai à faire, là, je vais tomber dans la victimisation. Je suis pauvre de moi. Je fais pas l'effort, ben non, je fais pas les actions pour être bien. Moi, quand je suis revenu de l'Europe, de travailler là-bas comme pilote, j'avais pas de job au Québec. Puis j'ai fait l'application d'une grosse compagnie que j'avais un très bon contact à la vice-présidente. Je me suis la joué cool, j'essaie ça de rentrer, je suis backé par le vice-président. Mais je l'ai pas eu, la job. C'est sûr que sur le coup, j'étais déçu, mais je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Puis crois-le ou crois-le pas, 3 mois plus tard, j'ai été embauché par Air Transat. Si je suis embauché par cette compagnie-là, je rentre pas Air Transat, le 236, ça passe pareil, puis il y a peut-être 306 personnes de mortes aujourd'hui. Tu vois? Fait que c'est pour ça que je te dis, quand quelque chose n'arrive pas, ce que tu désires qui va arriver, c'est pour ça qu'il faut que tu lui donnes ta volonté et ta vie. Tu sais quoi? Le vol 236, il aurait peut-être eu lieu. Mais il y a c'est sûr peut-être eu un pilote
qui aurait eu aussi la même chance que toi, la même audace, les mêmes calls, il aurait peut-être sauvé, sauf que c'était pas à lui de vivre le héros, c'était toi. C'est toi qui devais vivre le héros national. C'est toi qui comme devais... si qu'on est choisi à quelque part. Exactement. Comme toi, Jean-Marie, tu disais tantôt, il y a des projets que tu n'as pas, mais ça t'amène d'autres choses pareilles. Exactement. Tu as un autre à côté qui va sortir. Ben c'est ça, parce qu'on peut pas... Moi, regarde, je suis contracteur en peinture, c'est juste pour dire ça. Ouais. Je peux pas avoir tous les contrats. Pas de pub dans l'émission, s'il vous plaît. Je peux pas avoir tous les contrats. Ben non. Je peux pas. On fait des soumissions. Ben non, c'est ça. Fait que j'ai les contrats qu'on a, puis le reste, ben c'est tout. Puis tu sais, le Dalai Lama, il a dit une belle phrase. De ne pas obtenir ce qu'on veut est bien souvent une bénédiction. Donc, vrai. au lieu de se plaindre de ne pas avoir ce qu'on veut avoir... C'est un peu le résumé de la 11e étape. Si tu ne confies pas ta volonté, hein? Puis tu ne demandes pas la force de l'exécuter, c'est sûr et certain que tu n'arriveras pas à ce que tu Il faut satisfaire avec qu'est-ce qu'on a et non. Ben oui, il y a ça, mais on a le droit d'avoir des projets, on a le droit d'avoir des rêves, on a le droit de penser qu'on est peut-être le meilleur gars ou la meilleure fille pour faire tel job. C'est bien correct. Ça, c'est le bon dosage d'une estime et d'une confiance personnelle. C'est correct. Mais ça se peut que ça aille pas en accord avec ton plan de match à toi. Mais il y a un plan de match qui est plus grand que toi. C'est ça. C'est à ça qu'il faut se ramener, puis de se remettre. Faut que tu ramènes ta volonté à celui qui décide pour toi. Mais c'est toute une question de croyance et de foi. Ben, c'est pour ça que je me dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Prends soin de toi. C'est des vieux adages qu'on attendait dans le temps, nos mains. Fie-toi à ton petit doigt. Oui, mais ça marche encore, Robert. C'est sûr que ça marche. Comme ma mère disait tout le temps, la loi du moindre effort. Mais la loi du moindre effort, c'est que tu n'as rien à faire, puis tout va se passer comme c'est censé se passer pour toi. Ben oui. Mais nous autres, le problème, les alcooliques, c'est qu'on force cet adage-là. Ou encore, juste avant de donner la parole à Éric, c'est que tu te dis, ouais, mais là, je peux pas juste rester à la maison, on va rien faire puis attendre que le téléphone sonne. Non, mais as-tu un téléphone à la maison? Non. Ben, t'es bien épais. Plug-le ton téléphone. Ouais. Si tu veux recevoir un appel, donne-toi au moins la chance d'avoir un appel, d'un numéro de téléphone puis un téléphone à la maison. Donc, tu dois... Rends-toi disponible. Puis ouvre ton canal. À l'univers. Ouvre ton canal puis lance-le à l'univers. Qu'est-ce que tu veux? Attends rien. Puis ça va se passer. Exactement. Ça, c'est comme mes épreuves. Là. Je vais parler pour moi. Les épreuves, moi, comme tu le dis, j'ai un chemin de vie déjà tracé. Les épreuves arrivent. Tu sais, t'entends souvent, oh mon Dieu, il m'a donné. Moi, mon Dieu, c'est pas lui qui m'envoie les épreuves. Moi, il m'accompagne dans mes épreuves. Oui. Ça, c'est ma vision à moi. Tu peux avoir mais moi, j'ai un chemin de vie, ça m'arrive, je demande à mon Dieu. Je dis pas, hey, pourquoi tu m'envoies? Non, je demande de m'accompagner pour vivre. Pour m'aider à vivre. Plus fort après c'est ça. C'est pas mon Dieu. Parce que si c'est mon Dieu qui m'envoie ça, je vais changer de Dieu. Parce que moi, mon Dieu est amour, puis il veut que je sois bien dans lui. Ben, c'est ma vision à moi. Ben oui. C'est parce que t'entends souvent ça. Oh mon Dieu, c'est à cause de mon Dieu, c'est telle affaire. Non. Moi, j'ai un chemin de vie. Tu l'as très bien expliqué, Jean-Marie. J'ai un chemin de vie, puis mon Dieu m'accompagne dans les épreuves. C'est ça. Et puis quand tu forces pas ton chemin de vie, c'est là que les bonnes choses t'arrivent. Oui, puis c'est plus facile. C'est plus facile à accepter. Bon, mes amis, c'est pour vous dire que c'est terminé. On a déjà fini. C'est toujours pareil. Tu te souviens quand on a fait notre balado ensemble? Ici même, ça passe vite. Hein? C'est juste pour vous dire que ce balado est une production du Canal M, bien entendu. Je remercie, bien entendu, Jean-Marie. Je te remercie encore une fois, Éric. Nathalie Barrette à la recherche. Mario Tessier, notre grand Manitou. Mario, c'est un humoriste. Quoi que Mathieu, il est drôle aussi. Hein? Là, je le regarderai, fait qu'il trouve ça comique. Gerdy Omerlet, chef du contenu numérique, bien entendu. Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Philippe Lapointe, notre grand patron, directeur de MN. Et la semaine prochaine, on est rendu à notre dernière émission, Éric. Ouais. Et je vais lire la 12e étape qui va être au sujet de notre prochain balado. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous allons alors essayer de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Là-dessus, je vous remercie, chers auditeurs. Je vous remercie, mes invités. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.